Un matin froid sur la côte nord. Le vent charrie des odeurs de sel, de fumée et de sang. Quelque part au loin, des corps mugissent et le silence avant la tempête devient plus dense que l'air lui-même. Que mangeait l'homme qui, quelques heures plus tard, allait s'engouffrer dans l'abîme de la bataille, sachant qu'un seul sur 10 en réchapperait? Qu'est-ce qui nourrissait le corps et l'esprit de ceux qui marchaient à la mort sans sourciller? Sur les sites vikings, les archéologues ont découvert des os calcinés, des céréales et des traces de miel. Ces découvertes sont les vestiges d'un ancien rituel alimentaire d'avant-bataille. Non pas de simples repas, mais des épreuves pour le corps et un symbole de purification. Les historiens rapportent qu'avant la bataille, les hommes du Nord mangeaient de la viande bouillie et buvaient de l'hydromel enivrant, non pour le goût, mais pour la force. Ils croyaient que chaque cuillerée était un pas vers le Valhalla. Une épaisse bouillie d'orge et de viande séchée était appelée soupa, un mot simple, rude, mais plein de vie. Elle était cuite dans des chaudrons, au fond desquels se déposait le sel, une trace des mers du Nord. Et à la surface montait la graisse dont ils enduisaient leurs épées pour éviter la rouille. Le corps et l'arme se nourrissaient d'un même feu. Avant le combat, les Vikings organisaient un festin, mais pas pour le plaisir. Ce festin était appelé Simbel. C'était un rituel au cours duquel chaque guerrier prononçait un serment. Il promettait combien d'ennemis il tuerait, quel trophée il rapporterait. Rompre un serment signifiait se vouer au déshonneur. Le Simbel n'était pas un simple banquet, c'était une sentence prononcée contre soi-même. La nourriture de ce festin était austère, agneau bouilli, galettes d'avoine, boisson au miel. Et si la viande symbolisait la force, le miel, lui, symbolisait la mémoire. Car on croyait que le miel reliait les vivants aux esprits des défunts. Quand un viking buvait du miel avant le combat, c'était comme s'il posait sa main sur l'épaule de son ancêtre. Lors de fouilles à Birka, centre commercial de la Scandinavie, les archéologues ont découvert les vestiges de tels festins, des os calcinés et des récipients contenant des restes de miel fermenté. Ils contenaient des traces de framboises sauvages, de baies de genévrier et de céréales. Cela signifie que la boisson n'était pas seulement enivrante, mais aussi rituelle. Sa force ne résidait pas dans l'ivresse, mais dans le rappel. Tu fais partie d'un clan, et même la mort ne brisera pas ce lien. Les morceaux de viande consistants, le craquement du pain, le miel tiède, tout cela se mêlait à l'odeur de fumée et de sueur. Et quand l'homme levait sa coupe, il ne regardait pas la nourriture, mais au-delà d'elle, dans les yeux du destin. Car le festin n'était pas une fin, mais le début d'un chemin. Le chemin commençait par le goût du sang sur la langue, non pas celui d'un autre, mais le sien propre. Et pourtant, tous ne mangeaient pas de la même manière. Les guerriers de la garde du Jarl recevaient de la viande, du poisson et des céréales, tandis que les plus pauvres se contentaient de bouillis et de poissons séchés. Mais au moment précédant la bataille, la différence s'estompait. Autour du feu, l'esclave et le chef siégeaient côte à côte. Une seule chose les unissait, l'attente du coup qui déciderait de tout. On considérait que celui qui mangeait avec avidité avant le combat avait peur. Le véritable guerrier mangeait lentement, comme s'il goûtait le destin. La force ne vient pas de la nourriture, mais de la détermination, écrivit plus tard un chroniqueur islandais. Et si un morceau restait dans la coupe, personne n'osait y toucher. C'était la part des défunts. Mais pourquoi les Vikings croyaient-ils tant en ce lien entre la nourriture et la mort? Pourquoi chacun de leurs festins n'était-il pas seulement un repas, mais un adieu? La réponse se cachait non seulement dans la foi, mais aussi dans leur compréhension du corps comme un temple. Ils se préparaient au combat non seulement avec l'épée, mais aussi par ce qu'ils mettaient sur leur langue. Car le corps, rempli de la bonne nourriture, était considéré comme un réceptacle pour la volonté des dieux. Et tandis que la fumée des feux s'élevait vers le ciel gris, les guerriers du Nord mangeaient en silence, écoutant le vent apporter le grondement du ressac. Demain, ce son se mêlerait aux cris et à l'acier. Mais aujourd'hui, seulement le goût du sel, du houblon et du destin. La flamme des feux gronde comme le souffle d'une bête. Les ombres des guerriers dansent sur les murs de la maison longue où l'on sent l'odeur de la fumée, de la sueur et du fer. La nuit précédant la bataille n'est pas faite pour le sommeil, c'est le temps de la préparation. Non seulement à la mort, mais aussi à la vie qui se poursuit dans la gloire,
Que mangeaient ces hommes dont les cœurs battaient au rythme des tambours et du vent? Qu'est-ce qui leur donnait la force de se tenir sous une pluie de flèches sans fléchir? Les historiens notent que le régime alimentaire des Vikings était étonnamment équilibré pour leur époque. Il comprenait de la viande, du poisson, des céréales, des produits laitiers, des légumes et des baies sauvages. Mais la nuit précédant la bataille, la nourriture avait une signification particulière. Ce n'était pas un simple repas, c'était une préparation au rituel du combat. Chaque mouvement, chaque cuillerée, chaque inspiration faisait partie d'un cycle sacré. Lorsque le corps commençait à bourdonner de fatigue, les guerriers mangeaient un plat que les archéologues trouvent dans presque chaque établissement. Une épaisse bouillie d'orge avec de la viande. Ils l'appelaient lingre. Un mot simple, mais derrière lui se cachait une philosophie de survie. Le linger était cuit longtemps, jusqu'à ce que les grains deviennent doux comme la neige sous le soleil printanier. Ce plat donnait de l'énergie pour les longues heures de bataille. Il n'y avait pas de raffinement en lui, seulement de la force. La viande était cuite avec des oignons, des carottes et des radis. Parfois, on ajoutait du poisson séché ou on mettait un morceau de lard, une source de graisse qui aidait à supporter le froid. La nourriture était préparée dans de grands chaudrons en bronze ou en argile sur un feu ouvert. Le chaudron était appelé kétil, un récipient sacré par lequel passait la volonté des dieux. Et quand les guerriers y puisaient la nourriture, ils croyaient qu'ils n'ingéraient pas seulement de la viande, mais une particule du cosmos, l'ordre du chaos. Tout se déroulait en silence, seul le crépitement du feu et le rare cliquetis des couteaux contre les écuelles. Le silence était leur prière, non par des mots, mais par des actes. Car les Vikings ne demandaient pas la miséricorde des dieux, ils les remerciaient pour l'opportunité de mourir dignement. À côté se trouvaient des récipients contenant une boisson qu'ils appelaient hydromel al. C'était une boisson de force. Elle était préparée à partir de miel, d'eau et de levure sauvage. Parfois on y ajoutait des baies et des herbes. Les scientifiques qui ont examiné les restes de ces récipients y ont trouvé des traces d'absinthe, de bruyère et de bistorte. Ces plantes donnaient à la boisson son amertume et aidaient à la concentration. Boire cette halle avant le combat était un acte particulier. Chaque gorgée, comme un battement de cœur. Non pour l'ivresse, mais pour la clarté. Car les Vikings croyaient « l'ivresse trouble l'esprit, mais le véritable guerrier doit voir la mort sobrement ». C'est pourquoi ils buvaient peu. Le plus souvent, la coupe était passée en cercle, afin que chacun ressente le souffle de la fraternité. Le sel occupait une place particulière. Cette poudre blanche, plus chère que l'argent, était extraite des rives des fjords ou importée du sud. Aucun plat ne s'en passait. Le sel ne servait pas seulement à conserver la viande, il était aussi considéré comme un symbole de pureté et d'éternité. Avant la bataille, on en frottait la peau et les poignets des armes. On croyait que le sel éloignait les mauvais esprits et fortifiait l'âme. Ceux qui avaient déjà perdu des amis lors de précédentes expéditions posaient un petit morceau de pain sur le sol. Cette coutume s'appelait le « don aux morts ». Il était brûlé dans les flammes du feu afin que les défunts puissent goûter avec les vivants. Les archéologues trouvent des galettes calcinées près des vestiges de feux de camp, une confirmation silencieuse que ce rite n'était pas une légende, mais une réalité. De nombreux historiens estiment que de tels rituels avaient non seulement une signification spirituelle, mais aussi pratique. Le repas commun renforçait la discipline, créait un sentiment d'unité. Car après un tel dîner, il n'y avait plus de « je », seulement un « nous ». Quand le guerrier se levait de table, il ne s'appartenait plus. Son corps, c'est une arme. Sa volonté, un ordre. Son souffle, une partie du vent. Ça sentait la graisse et la fumée. La peau brillait de sueur. Les chaudrons se vidaient et les cœurs se remplissaient. C'était la dernière nuit de repos et chacun en ressentait le poids. Car au matin, tout changerait. À l'aube, ils se réveilleraient au cri des mouettes et au cliquetis des armes. L'air froid brûlerait leurs poumons. La terre deviendrait glissante de rosée. Mais tant que le feu est encore vivant, les guerriers sont assis près des feux, regardant la flamme comme dans un miroir. Dans ce reflet, la peur, la détermination et le souvenir de ceux qui ont mangé le même pain, bu le même hydromel et sont allés à la rencontre du destin. Là où le festin se termine, le chemin commence.
Et ce chemin sent la fumée, le sel et la mer. Le matin, froid, tranchant, comme une lame forgée dans le vent. Le matin, froid, coupant, comme une lame forgée dans le vent. Le ciel est couvert de nuages gris, et chaque inspiration sent le sel et le métal. Sur la rive, où cliquettent les chaînes des ancres, se tiennent des hommes en côte de mailles, leurs visages, des masques immobiles, mais dans leurs yeux, une flamme. C'est le moment de manger une dernière fois avant la bataille, non pas pour se rassasier, mais pour se rappeler pourquoi on est en vie. Les archéologues ont trouvé dans les sépultures scandinaves des restes de repas matinaux, des grains d'avoine, des morceaux de poisson séchés, des traces de graisse sur des bols en argile. Ces découvertes indiquent, avant le combat, les Vikings mangeaient peu, mais de manière nutritive. Leur petit déjeuner n'était pas un festin glouton, mais un calcul. Il fallait que l'estomac soit plein, mais pas lourd, pour que le sang ne se détourne pas vers la digestion, mais reste dans les muscles. Ils mangeaient de la bouillie à l'eau, ajoutant parfois une cuillerée de miel ou de lait. La bouillie d'avoine ou d'orge était appelée grud, un plat simple, mais c'est précisément lui qui maintenait la force des guerriers tout au long de la journée. Il la faisait cuire sur un feu, directement au bord de l'eau, dans des chaudrons de fer. L'odeur du grud se mêlait à l'iode de la mer et à la suie des torches. L'un remuait lentement la bouillie avec une cuillère, l'autre aiguisait son épée. La nourriture et l'acier s'unissaient dans un même rythme, le rythme de la préparation. Après avoir mangé, chacun sortait son sax, un court couteau de combat, qui était à la fois un outil et une arme. Il l'utilisait pour couper la viande, aiguiser les flèches et aussi pour tuer. Le mot sax lui-même a donné son nom à des peuples entiers, les Saxons, les hommes au couteau. Quand le guerrier portait un morceau de nourriture à ses lèvres, il tenait le sax dans la même main que celle qui porterait ensuite le premier coup. Ce geste était un rappel. Même en mangeant, tu es un guerrier. Certains chroniqueurs écrivaient qu'avant le combat, les Vikings s'enduisaient le visage de graisse animale. Cela n'était pas fait par superstition, la graisse protégeait la peau du froid et du soleil. Mais aux yeux de leurs contemporains, cet éclat leur donnait un air démoniaque. Le soleil se reflétait sur la peau comme sur du métal, et quand l'ennemi voyait s'approcher un homme au visage brillant et aux yeux vides, il ne voyait pas un homme, mais un mythe. À l'aube, un son de corps retentissait, long, grave, comme le grondement de la mer. C'était le signal de se rassembler. Encore quelques instants, et le feu des feux de camp s'éteint. Les guerriers se lèvent, serrent leurs ceintures, vérifient leurs épées. Quelqu'un jette dans les cendres le dernier morceau de pain, un signe d'adieu au passé. Avant de partir au combat, beaucoup buvaient une décoction tiède d'herbes, de racines de bistorte, de genévrier et de mousse. Cette boisson était appelée bitram. Elle purifiait la laine, donnait de la vivacité et fortifiait l'estomac. Les archéologues trouvent ces recettes dans les traces de récipients en céramique où l'analyse chimique a révélé précisément ces plantes. Et bien que la science moderne l'explique comme une tentative de soutenir le métabolisme, pour les Vikings eux-mêmes, c'était une boisson de force, un don de la terre. La nourriture prenait fin, mais pas le rituel. Après le repas, le silence commençait. Personne ne parlait. Seulement la respiration et le cliquetis du métal. Ce moment s'appelait stilfre, le silence avant la tempête. On le respectait non par peur, mais par respect. On croyait que les paroles fortes pouvaient effrayer les dieux et que le silence rendait l'âme lourde comme une pierre. Les historiens débattent de la rigueur avec laquelle ces coutumes étaient suivies, mais toutes les sources s'accordent sur un point. Les Vikings accordaient une immense importance à la manière dont commençait le jour de la bataille. Car le rituel matinal était leur ajustement interne. Ce qui est pour nous aujourd'hui café et petit déjeuner était pour eux une connexion avec les ancêtres, avec ceux qui avaient déjà combattu avant eux et qui les attendaient au Valhalla. Ça sentait le brûlé, la sueur et le métal. Le soleil perçait les nuages, comme une épée qui s'enflamme. Les guerriers se formaient en skjoldborg, un mur de boucliers. Ce terme décrivait la formation où chaque bouclier couvrait son voisin. Ainsi se créait une armure unique, respirant et se mouvant. Au moment de la formation, chaque guerrier sentait son corps devenir une partie d'un organisme vivant. Et pourtant, avant de s'avancer, ils faisaient un geste. Ils touchaient l'amulette sur leur poitrine. C'était le Mjolnir, le marteau de Thor, symbole de protection et de force.
Il rappelait qu'au-dessus de leur tête, il n'y avait pas seulement le ciel, mais la volonté des dieux. Celui qui allait au combat ne savait pas s'il reviendrait vivant, mais il savait que son nom ne disparaîtrait pas. Le silence éclata, comme une croûte de glace sur l'eau. Le choc des épées, le rugissement des corps, les cris des oiseaux. La bataille commença, et tout ce qui avait été mangé se transforma en énergie du coup, en souffle, en cri. La nourriture devint la chair de la fureur. Et à l'instant où la première lame fendit l'air, le goût de la bouillie matinale se dissipa dans la saveur cuivrée du sang. Les corps, nourris d'orge, de graisse et de foie, se mouvaient comme un seul organisme vivant. C'était un festin, mais un autre, le festin de la guerre. Et quelque part là-bas, au-delà de la fumée et de la mer, dans les palais célestes, Odin observait lequel d'entre eux était destiné aujourd'hui à terminer son repas au Valhalla. Le fracas de la bataille déchirait le matin. L'air tremblait, comme une corde d'arc tendue. La fumée planait sur le champ, et l'odeur du fer se mêlait à la sueur et au sang. Ce qui avait commencé comme un festin se transforma en un rituel de survie. Les Vikings avançaient, sentant leur corps travailler avec précision et puissance. Chaque veine, chaque muscle, chaque goutte de sueur avait son prix. Car quelques heures auparavant, ils avaient mangé ce qui était maintenant leur carburant, leur arme. Les historiens notent que, grâce à leur régime nutritif et à leur habitude des efforts physiques, les Vikings pouvaient combattre sans repos pendant 6 et parfois même 8 heures. Les études archéologiques des os montrent qu'ils avaient des articulations solides mais usées et une structure musculaire dense. Ils n'étaient pas des géants, comme dans les légendes, mais étaient plus robustes que la plupart des gens de leur époque. Au combat, ils se déplaçaient comme un organisme unique. Chaque guerrier connaissait sa place dans la formation. Cette tactique était appelée le sanglier, une formation en coin qui perçait les rangs ennemis comme la pointe d'une lance. Ceux qui se trouvaient au premier rang ne mangeaient pas la veille au soir. Ils avaient besoin de légèreté, d'une réaction rapide. Ceux qui se tenaient derrière, au contraire, mangeaient davantage, car c'étaient eux qui maintenaient la formation, soutenant le mur de boucliers par leur masse. La respiration lourde, le cliquetis du métal, le craquement du bois, tout cela sonnait comme un immense tambour. Les guerriers, nourris de graisse et de céréales, supportaient le froid et la fatigue plus longtemps que l'ennemi. Ils savaient que chaque cuillerée de bouillie matinale était un coup d'épée de plus, une chance de plus de survivre. Quand quelqu'un tombait, son voisin prenait sa place. Et derrière lui, un autre. Leur corps ne bougeait pas par fureur, mais par habitude. Une habitude développée au fil des années d'expédition et de ces mêmes festins rituels. La nourriture, l'entraînement, la foi, tout se fondait en un seul rythme, le rythme du combat. Les chroniques décrivent qu'au cœur de la bataille, les Vikings jetaient parfois du pain ou de la viande en l'air. C'était un signe d'offrande aux dieux. Dans leur conception, si la nourriture ne parvenait pas à la bouche, elle parviendrait à Odin. Car le combat n'était pas seulement une action physique, mais une communication avec les forces supérieures. Et dans chaque morceau, dans chaque goutte de boisson se cachait une prière. Le mot fureur en scandinave se disait berserk. Ainsi appelait-on ceux qui entraient dans un état de folie guerrière. Ces hommes ne ressentaient pas la douleur, leurs mouvements devenaient inhumains. Les historiens modernes supposent qu'à la veille de la bataille, ils consommaient une boisson à base d'amanite muscaria ou de jusquiam. Mais non pour l'ivresse, pour la transformation. Ils se transformaient en bêtes et leur corps rempli de nourriture et de poison devenait des temples pour la force. Les berserks ne portaient pas de cotte de maille, seulement des peaux de bêtes. Leur haleine sentait le sang et l'herbe. Quand ils déferlaient sur les rangs ennemis, il semblait que la terre elle-même tremblait. Les découvertes archéologiques confirment l'existence de tels guerriers. Dans certaines tombes, on a trouvé des masques en os ornés de crocs et de griffes. Ce ne sont pas des ornements, c'est une partie du rituel, un symbole de la transition entre l'homme et la bête. Mais même un berserk avait besoin de nourriture, et sa nourriture était spéciale. Les chroniques racontent qu'avant le combat, il mangeait le cœur d'un animal, le plus souvent un bœuf ou un sanglier. Ce rituel s'appelait Kjotfest, le festin de viande. Il symbolisait la transmission de la force de l'animal aux guerriers. Le cœur était posé sur les braises, grillé et partagé entre eux. Chaque morceau était un serment. Je ne reculerai pas.
L'odeur de la viande rôtie se mêlait à la fumée, et les guerriers, ruisselants de sueur, avançaient. La nourriture, devenue partie d'eux, guidait désormais leurs mains, accélérait leurs pas, les menait à la gloire. Pour les Vikings, le repas ne s'achevait pas à table. Ils continuaient de vivre dans le corps, dans les os, dans la respiration. Quand le combat atteignait son apogée, le soleil se levait au-dessus de la fumée, et la lumière se reflétait sur les boucliers. À cet instant, chacun d'eux sentait que tout autour perdait sa forme. Le ciel, la mer, la terre, un tout. Le corps cessait d'être un corps, se transformait en arme, et dans cette fusion avec le chaos, dans ce rythme de cris et d'acier, résonnait une saveur ancienne. Le goût du sel, de l'orge et du sang. Selon les sagas scandinaves, après de tels combats, les guerriers disaient « Nous avons mangé la gloire ». Ce n'était pas une métaphore. Ils croyaient réellement que la nourriture et la victoire étaient une seule et même chose. La victoire, c'est la nourriture que tu as arrachée à la mort. Et quand le champ de bataille se taisait, quand le sang s'imprégnait dans la terre, une seule question demeurait. Aurait-il la force de vivre jusqu'au prochain festin? Parce que le festin pour le guerrier du Nord ne se terminait jamais, il changeait simplement de lieu. D'abord, près du feu, ensuite au combat, et puis peut-être dans les halls du Valhalla, où l'hydromel coule à flot et où la viande rôtie est inépuisable. Mais seuls ceux qui avaient mangé et combattu dignement pouvaient y accéder. Le soir après la bataille, sans la fumée et la mort, l'air est épais, comme si on pouvait le puiser à pleine main. La terre est jonchée d'armes, d'os, de lambeaux de vêtements, et au milieu de tout cela, des guerriers qui sont encore en vie. Leurs yeux sont ternes, leurs mains tremblent, mais leur respiration est régulière. Ils ne crient pas, ne célèbrent pas. D'abord, la nourriture. Seulement ensuite, les mots. Les chroniques racontent qu'après la bataille, les Vikings organisaient toujours un festin. Non pas pour la joie, mais pour la récupération. La nourriture leur rendait la vie, comme si elle remplissait à nouveau leur corps de sang. Les historiens écrivent que ces repas faisaient partie de la discipline militaire. Sans eux, il était impossible d'avancer, car le corps, ayant perdu du sang et de l'énergie, exigeait d'être reconstitué. La première chose qu'ils préparaient après la bataille était un bouillon d'os d'animaux morts. Ce bouillon épais s'appelait Supa Drotna. Il était cuit longtemps avec du sel, de la racine de persil, parfois des algues séchées. On croyait qu'il redonnait chaleur et force. Les guerriers le buvaient chaud, directement dans des coupes en bois, tandis que la fumée s'élevait encore au-dessus de la terre. La chaleur du feu passait par les doigts, dans les veines, et avec elle, la vie revenait. Ceux qui pouvaient marcher ramassaient les restes de leurs compagnons. Les tués étaient brûlés ou enterrés, et leur part de nourriture était placée près du feu. C'était une coutume ancienne, partager le repas avec les morts. Personne n'osait manger plus que sa part avant d'en avoir donné une partie aux défunts. Les archéologues trouvent près de ces lieux des galettes calcinées et des os disposés en motifs, la trace de ce rite, répété pendant des siècles. Ensuite, on mettait la viande sur le feu, le plus souvent du bœuf ou du porc. Elle était grillée sur des brochettes, saupoudrée de sel et d'herbe. Ça sentait la chaleur, la fumée et la sueur. Quand la viande commençait à crépiter, l'air se remplissait d'un son qui était comme de la musique. Pour un viking, le son de la viande qui grille était un symbole de vie. Si tu entends ce crépitement, cela signifie que tu es en vie. Un plat spécial était le sverdmjøt, de la viande marinée dans du miel et du vinaigre. Elle se conservait plus longtemps et aidait à guérir les blessures. Les chercheurs modernes supposent que l'acide et le miel possédaient effectivement des propriétés antiseptiques. Mais pour les Vikings, ce n'était pas un processus chimique, mais de la magie. Quand ils mangeaient du sverdmjøt, ils croyaient qu'à chaque cuillerée, leur corps était purifié du sang de leurs ennemis. La boisson après le combat était une bière légère, diluée avec de l'eau. Elle étanchait la soif et empêchait l'ivresse. Il était interdit de boire à la volée, seulement après un toast au défunt. Ce toast s'appelait skål. La coupe était passée de main en main. Chacun buvait et prononçait le nom d'un camarade tombé. Et tant que ces noms résonnaient, il semblait que les morts étaient assis à côté
écoutant silencieusement, partageant la chaleur du feu et l'odeur de la viande grillée. Les guerriers mangeaient en silence, seul le crépitement du feu de camp et le grondement des flammes remplissaient l'air. Quand les premières forces revenaient, quelqu'un commençait à chanter. Ces chants s'appelaient Drodvat, des strophes héroïques sur la bataille. Ce n'étaient pas des plaintes, c'étaient des comptes rendus devant l'éternité. Qui était tombé? Qui avait tenu bon? Dont le sang avait coulé sur les pierres. Le rythme poétique remplaçait la prière, car les peuples du Nord n'avaient pas de texte sacré. Leur rôle était rempli par la mémoire. Le soir, le brouillard montait au-dessus du champ. Les guerriers s'asseyaient plus près des feux de camp, s'enveloppant dans leurs capes. Dans leurs mains, un morceau de pain et une cuillère en bois. Le pain, pas seulement de la nourriture. Il symbolisait la terre sur laquelle ils se tenaient. Les Vikings l'appelaient Hjordgafa, le don de la terre. On croyait qu'en mangeant du pain après la bataille, on se connectait à sa terre natale, et elle acceptait ton sang comme un sacrifice. Parfois, un vieil homme apparaissait parmi les feux de camp, un skald. Il ne combattait pas, mais connaissait tous les noms des défunts. Ils chantaient à leur sujet, nommant chacun par son nom, et les guerriers écoutaient, sans lever les yeux. Car dans sa chanson, ils entendaient non seulement le passé, mais aussi l'avenir, car chacun savait qu'un jour quelqu'un chanterait aussi à son sujet. Les archéologues trouvent des coupes en bronze avec des inscriptions gravées « La mémoire, notre festin ». Ces mots se répètent dans différentes régions, de l'Islande au Gotland. Ce n'est pas une devise ni une prière, c'est l'essence de leur monde. Tant qu'on se souvient, tu es vivant. Quand la nourriture était finie, les guerriers jetaient les os dans le feu. C'était le signe de la fin du festin. La flamme s'élevait, crépitait, comme pour leur répondre. À partir de ce moment, la bataille était considérée comme terminée. Ils pouvaient de nouveau dormir, de nouveau manger, de nouveau vivre. Mais au fond de chaque coupe restait un dépôt, du miel, des cendres, de la mémoire. Cette nuit-là, la fumée des feux de camp s'élevait vers le ciel, comme pour atteindre Asgard lui-même. Et quelque part là-bas, dans les halls du Valhalla, les vieux guerriers levaient leurs coupes à la rencontre des nouveaux. Le festin continuait, juste de l'autre côté de la mort. Quand le jour se leva, le vent emporta l'odeur de brûlé et de sel. Les feux de camp s'étaient éteints, et seul le silence restait sur la terre. Ceux qui avaient survécu à la bataille se levaient lentement. Leurs visages étaient couverts de suie, leurs mains de sang, mais dans leurs yeux, la tranquillité. Ils savaient, le cycle était achevé. Le festin, le combat, le repas d'après, tout cela faisait partie d'une seule respiration. Les historiens écrivent que c'est à travers ces rituels alimentaires que les Vikings unissaient la vie et la mort en un tout. La nourriture était pour eux un pont entre les mondes. Elle commençait près du feu et se terminait au Valhalla. On croyait que celui qui mangeait avec honneur mourrait avec honneur. Dans les couches archéologiques, on a trouvé de nombreux récipients où, avec les restes de nourriture, gisent des fragments d'armes. Ce n'est pas un hasard. Les Vikings plaçaient la nourriture et la lame côte à côte pour que le guerrier dans l'au-delà n'ait pas faim et ne reste pas sans défense. Leur foi en la force du repas était plus profonde que la foi en la victoire elle-même. Et quand le soleil se levait au-dessus du champ, ils partaient, emportant non pas des trophées, mais la mémoire. Chaque pas résonnait de douleur dans le corps, mais sous la peau vivait la force, celle-là même qui naissait de la fumée, de l'orge et du sel. Ils savaient, ce goût resterait avec eux jusqu'à la fin. Entends-tu le crépitement de la flamme, le grésillement de la viande, le goutte à goutte du miel? C'est le son d'une ancienne promesse. La nourriture du Viking n'était pas seulement de la nourriture, c'était un serment fait par le corps. Un serment de tenir bon, jusqu'à ce que le souffle s'épuise. Et maintenant que tu sais ce que mangeaient les guerriers du Nord avant la bataille, demande-toi, aurais-tu la force de manger ton dernier morceau de pain, sachant que demain, il pourrait être ton dernier?